Benzina. Benzina, c'est chez nous. Mm. Alors, la question, c'est la question de patient coronarien opéré, qui doit être opéré pour chirurgie non cardiaque. Alors, il faut savoir que le syndrome coronarien préopératoire, il est pratiquement, il peut être de deux types. Il y a un ST+, préopératoire, ou bien un ST+, ST-, un père et un post-opératoire. Le ST+, préopératoire, post-opératoire, il est pratiquement très rare. Très rare. La question que tu poses par inadéquation d'apport et de demande d'oxygène, oui, ça c'est l'équivalent, ce qu'on appelle, sur le plan nosologique, c'est le syndrome coronarien post-opératoire, ST-. C'est l'équivalent de ST-. Bien sûr, nous, en réanimateur, on le connaît très bien, donc c'est des malades, soit défaut d'analgésie, soit il y a une tachycardie importante, soit une bradycardie importante. Mais le plus important de tout ça, c'est surtout l'hypotension préopératoire qui dure dans le temps. L'hypotension préopératoire, plus de 2 minutes, plus de 20 minutes cumulées, c'est-à-dire maintenant on dit pratiquement plus de 1 minute qui dure, 2 minutes, 1 minute, le patient risque de faire un ST- post-opératoire. D'où l'intérêt de traiter toute hypotension préopératoire. C'est surtout là, vous avez de l'hypotension, c'est quoi? C'est surtout la pression moyenne qui doit être supérieure à 65. Peut-être maintenant, les gens disent qu'il faut aller plus loin. Le premier. Ce qu'on appelle le traitement, ça c'est une question qui ne relève pas de ce topo, mais je vais répondre. Ce qu'on appelle, il faut traiter le terme que j'avais choisi dans mon travail, c'est l'équivalent des axos, des traumas crâniens. Mais les axos. Axos, c'est quoi? Il faut traiter toute tachycardie, toute bradycardie. Il faut traiter toute hypoxie, toute hypercapnie. Il faut traiter toute hypotension, toute hypertension. Il faut éviter l'hypotension, éviter l'hypertension. Il faut traiter l'anémie. C'est-à-dire le seuil transmissionnel. Si le malade, vous êtes rentré à 14, vous êtes à 9, 10, c'est déjà une souffrance myocardique. Donc, ça fait partie de demandes d'oxygène. Donc, il faut traiter tous les facteurs de stress. Par exemple, s'il y a un sepsis, il faut qu'il soit traité, que ce soit sur le plan antibiotique ou bien chirurgicalement. Il faut traiter tous les facteurs pro-inflammatoires. Dans ce cas-là, en effet, attaque Covid, probablement, c'est pour tous les malades de la chauffant, ils risquent de faire un ST- préopératoire ou post-opératoire qui sont atteints de Covid. Oui, je réponds à une autre question. Et n'oublions pas l'hypothermie que vous traitez et l'analgie post-opératoire. Tout ça fait partie d'un globe. Ça c'est le cours que je faisais pendant très longtemps, c'est le syndrome coronarien périopératoire ou bien anesthésie et coronaropathie. La deuxième question, voilà, hey, j'ai pas de question, non? Hicham, Alouache? Oui. Est-ce que vous avez des questions sur la nouveauté de Covid? Dans le traitement adjuvant, Moins d'une minute, on va avez une minute, non? quelle est la dose recommandée? Voilà, le traitement adjuvant pour les ontalgiques et les doses ontalgiques. Alors, pour les ontalgiques, justement, pendant très longtemps, c'était la référence, c'était la morphine. Ensuite, on est passé vers Perfalgan, qui, je ne pense pas qu'il peut diminuer. Mais surtout, c'est la morphine en subcutané. Dès que le malade vous l'installe, vous donnez une dose de morphine, 10 mg en subcutané. Bon, il y a des choses qui ont été faites dans certaines études pour que la morphine, c'est surtout pour le ticagrelor, il y avait une interférence avec le ticagrelor, c'est un antiplaquettaire. Mais les recommandations ne sont pas changées. J'ai toujours privilégié les morphiniques. Oui. Donc, il y a le docteur Mehri qui a posé une question. Je pense qu'il y a une première question qu'elle a posée, parce qu'elle a dit, pour terminer ma question, malgré la pauvreté des récepteurs osseux au niveau du pulmonaire, oui, donc j'aimerais bien que tu reposes la question, la première question, pour que je réponds les deux en même temps. Alors, bon, je vais enchaîner par la deuxième. Il y a une question, docteur Boukhalifa.
Covid et syndrome coronarien, par quel mécanisme peut-on expliquer l'ischémie myocardique alors que les coronaires sont intacts? Alors, le syndrome coronarien, ce que j'ai dit tout à l'heure, chauffe. Pour les malades coronariens, c'est-à-dire les malades coronariens qui n'ont pas fait de syndrome coronarien, mais ils sont en pathologie coronarienne, par exemple, à l'effort, ils ont une douleur. Les cardiologues vont demander, pour étayer le diagnostic, ce qu'on appelle un examen à la recherche d'ischémie myocardique. Donc, soit en général, le plus simple qu'il peut faire, c'est l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort, ils le mettent sur un vélo ou bien sur un tapis et ils essaient de démasquer ce qu'on appelle démasquer une ischémie silencieuse. Une ischémie, dès que le malade commence les apports en oxygène et les dépenses plus importantes que les apports, le malade déclenche électriquement un sous-décalage et bien sûr, il commence à avoir mal, donc il s'arrête. C'est dans le temps. Ça, ça va durer 5, 10 minutes, 20 minutes d'épreuve d'effort. Mais on arrête, c'est bon. En matière si je reviens à la question du Covid, donc, avant de passer au Covid, puisque vous faites l'anesthésie. Les patients, par exemple, coronariens, ils ont une sténose à 50%, 60%. Ils n'ont pas d'indication opératoire sur les coronaires, mais ils sont programmés pour chirurgie non cardiaque, par exemple, néo d'estomac, néo du côlon, orthopédie, et c'est des malades qui sont pourvoyeurs de développer en post-opératoire une ischémie myocardique. Pourquoi? Parce que l'acte opératoire, retenez bien, je fais un coup de Covid après, l'acte opératoire, déjà, la chirurgie, le délabrement chirurgical, l'ouverture cutanée, l'ouverture musculaire, l'ouverture du péritoine, l'ouverture de l'os, tout ça, ça déclenche une réaction inflammatoire. C'est cool. C'est pour ça le traitement de la douleur, parce que les réactions inflammatoires et douleur sont intriquées. C'est pour ça nous on donne énergie multimodale au FEHOM les anti-inflammatoires qui vont limiter la douleur due à l'inflammation. Donc, le délabrement chirurgical est pourvoyeur de protéines pro-inflammatoires qui vont augmenter le métabolisme de base. Deuxième élément qui est important, moins important quand même, le type d'anesthésie. C'est-à-dire si le malade en péropératoire, il a fait une hypotension qui a duré dans le temps, il n'a pas été géré, il peut faire une hypoxie, il peut faire de subo-AP, tout ça, c'est un manque d'oxygène. Il peut faire l'anémie, il peut saigner aussi. Comme tout à l'heure, il rentre de 14 grammes, il sort à 8, donc le débit cardiaque ne peut augmenter parce que le débit coronaire est faible. Donc, c'est des malades qui vont faire une souffrance myocardique due à cette décharge chirurgicale des facteurs pro-inflammatoires. Revenons maintenant au Covid. Le Covid, c'est quoi? Le Covid invasif, c'est pas le Covid bénin ou la modéré. Moi, je parle du Covid qui est d'emblée grave. C'est des malades qui ont pratiquement le début de SDRA, hypoxie sévère. Donc, il y a l'hypoxie. Donc, le cœur, il a beau travailler, mais il n'y a pas d'oxygène qui arrive. Parce qu'il y a l'hypoxie au niveau, il n'y a pas de passage d'oxygène au niveau pulmonaire. Je ne sais pas, est-ce que s'il n'y a pas de passage, ou bien il y a une destruction d'hémoglobine. Il y a l'hypoxie. Deuxième élément, la décharge inflammatoire. La décharge inflammatoire, comme tout à l'heure, c'est connu maintenant, pour le Covid. Il y a toutes les facteurs inflammatoires, interleukin 6, TNF-alpha, interleukin B1 bêta, les cellules endothéliales lésées, tout ça favorise à faire une flambée, un feu au niveau du myocarde. Plus, tu peux rajouter aussi l'atteinte musculaire myocardique du virus, c'est qu'on le myocardite. Les trois éléments vont déclencher au niveau du cœur, donc il va travailler à moindre d'énergie, à moindre d'éléments, il va faire une souffrance myocardique. Et ça donne des cas graves, c'est pratiquement un sous-décalage segment ST. Pratiquement, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de produit qui arrive, il n'y a pas de glucose qui arrive. En plus de ça, on lui demande de travailler encore plus.
parce qu'il y a une décharge, tout l'organisme demande de l'oxygène, donc il va travailler, il va faire une tachycardie, et bien sûr, ça va se répercuter par une souffrance myocardique, augmentation de troponine et probablement un suicide segment ST. Ça, c'est l'explication probable. Je l'ai donné au cardiologue dernièrement. Il m'a dit que je n'avais pas cet esprit de connaître, parce que nous, réanimateurs, on connaît, comme il faut que vous connaissiez la physiopathologie cellulaire et non pas extérieure. Alors, j'enchaîne. Alors, Mehdi, je voulais savoir l'explication des manifestations respiratoires en cas de Covid, malgré la pauvreté des récepteurs au niveau pulmonaire. Quelle est la place des corticothérapies chez moi? Alors, l'explication des manifestations respiratoires en cas de Covid, malgré la pauvreté des... Alors, ça, c'est un problème. Effectivement, j'allais chercher les récepteurs de Covid, au niveau de l'organisme. Donc, le Covid, il se trouve au niveau de la muqueuse nasale. Ils sont beaucoup plus importants muqueuse nasale qu'au niveau pulmonaire inférieur. Il se trouve au niveau oculaire. Il se trouve au niveau pancréatique. Hein, les malades, ils peuvent faire un diabète. Il se trouve au niveau intestinal. Entre parenthèses, il faut se méfier aussi des selles qui sont très riches en virus, c'est-à-dire pour l'hygiène intime des gens. Il faut faire attention, on passe dans l'interrupteur, tout ça c'est très important. C'est un mode, à mon avis, c'est un mode de transmission du virus. Alors, le problème, c'est une bonne question. Une question que j'ai vue hier, ce n'est pas le Covid, c'est autre chose. C'est une allergie. Alors, la question qui est posée, est-ce que la richesse des récepteurs des ACE, c'est elle qui augmente la virulence du virus? Une question qui est sortie, ça fait 2 jours, eh bien non. Donc, apparemment, les cellules qui sont pauvres en récepteurs ACE, c'est eux qui sont le plus touchés. Et la preuve, c'est pour défendre c'est pour défendre les médicaments, les ARA2 et les IEC, bien sûr. Ils vont travailler, ils vont se fixer sur ces récepteurs-là. Ils ont trouvé que les patients qui sont sous ARA2 et ICE, au lieu d'avoir, ça fait 1 mois et demi, ils nous ont dit qu'il y a une augmentation des récepteurs. Maintenant, ils nous disent non. Les patients qui sont sur ARA2 et IEC, ils ont moins de récepteurs. Donc, apparemment, la rarification des récepteurs est un problème d'introduction du virus. Ça reste à prouver. C'est pour ça qu'il y a une atteinte privilégiée pulmonaire, beaucoup plus dans un premier temps cardiaque ou bien intestinale. Voilà. Pour la place de la corticothérapie, kiff. La corticothérapie, dans un premier temps, le mois de janvier jusqu'à la fin février, attention, corticoïdes contre-indiqués, AINS contre-indiqués. Donc, début mai, donc 1er, 2, 3 mai, non. Les AINS n'ont jamais été prouvés scientifiquement qu'ils sont nocifs de Covid, qu'il y a une surmortalité. Il y avait des constatations, les premières constatations des malades hospitalisés en Italie, en Chine, Covid, ils avaient pris du ibuprofène. Donc, ils ont proscrit de façon aléatoire toutes les AINS. Maintenant, ils reviennent. Parce qu'il n'y a pas une étude qui a été faite pour prouver que les AINS sont nocifs. D'autant plus aussi, on ira plus loin pour les corticoïdes. Les corticoïdes, dans un premier temps, il faut les bannir. Ensuite, ils sont revenus, ils sont efficaces dans la phase d'invasion pro-inflammatoire. Donc, tous les services de réanimation dans le monde ont commencé à donner des corticoïdes. Et depuis 2 jours, 3 jours, il n'y a pas d'étude qui a prouvé que les corticoïdes ont diminué la mortalité et la morbidité de ces patients-là. Maintenant, ça reste à démontrer. On ne sait pas. Alors, une autre question. Madame Mehdi, c'est bon. Arrêt cardiaque suite à un syndrome coronarien aigu. Quelle piste de prise en charge? Quelle piste? Arrêt cardiaque suite à un syndrome coronarien aigu. Quelle piste de prise en charge? Alors, la piste qu'on a là, iPhone. Alors, l'arrêt cardiaque syndrome coronarien aigu, ça fait partie des complications aiguës du syndrome coronarien. Probablement, soit c'est un tronc qui est bouché, donc la réanimation elle est aléatoire,
mais on suppose que c'est autre chose. Donc, soit le problème d'arrêt cardiaque suite à un syndrome coronarien, c'est surtout parce que là, je vois ici en Algérie, on a focalisé. Donc, malade, il a fait un arrêt cardiaque, on le réanime, on sait qu'il est coronarien, on a le CG qui a fait l'Institut Plus, donc il est hospitalisé en réanimation. Donc, on le met sous Dobutaltrex, sous adrénaline, noradrénaline, et on le voit, on a un chouboufet. Maintenant, un arrêt cardiaque post-ST+, ou le ST-, probablement, il faut réanimer, mais l'évacuer dans la salle de cathétérisme pour visualiser les coronaires parce que c'est le geste salvateur. Comme tout, c'est très important. Et même certains services ont été heureux de, voilà, on appelle réanimateur, on est en cardiologie, on appelle réanimateur pour un arrêt. Oui, il y a un arrêt, il fait un arrêt, il faut qu'on voit que les coronaires, si les coronaires sont bouchés, même si je réanime, je mets de drogue, il ne va jamais se rétablir. Il faut y aller visualiser les coronaires. C'est comme l'embolie pulmonaire, arrêt cardiaque sur l'embolie pulmonaire. Tu as récupéré, tu fais notre embolie. C'est la seule façon de sauver ton patient. Mais les patients dans les grands centres de CHU, ça travaille ensemble. Il y a un arrêt cardiaque ST+, ou le ST-, tout de suite on réanime et on rentre. Le réanimateur rentre avec l'angioplasticien en salle de cathétérisme. Vous savez, on avait parlé, auquel on est rentré avec eux dans la salle de cathétérisme, parce que le seul geste salvateur, c'est de déboucher. Ça ne sert à rien de réanimer avec les drogues intubées, montées, ça ne sert à rien après, parce que le malade, tant qu'il n'y a pas d'oxygène et des aliments qui arrivent au cœur, il va flancher après. Alors, je dois que Mehri, c'est OK, on bat. Covid et ST+, par quel mécanisme peut-on? Alors, par quel mécanisme peut-on expliquer l'ischémie myocardique alors que les coronaires sont intacts? J'ai répondu à cette question. Abou Khalifa. Très bonne initiative. Alors, iPhone, donc l'angioplastie de sauvetage en urgence, bien sûr. Alors, conduite à tenir chez un patient jusque-là non suivi pour atteinte cardiovasculaire et qui présente l'ischémie myocardique chez ECG lors de la consommation pré-anesthésie urgente. Je n'ai pas compris. Alors, chez un patient jusque-là non suivi pour atteinte cardiovasculaire, oui, et qui présente des stigmates d'ischémie myocardique sur ECG. Oui, lors de la consommation, la consultation, lors de la consultation pré-anesthésique, chirurgie urgente. C'était un cours, pratiquement vous avez viré vers le cours d'anesthésie. Je peux répondre. Tant qu'il n'y a pas de questions dans ce cours, je peux répondre à des questions d'anesthésie. C'est un cours, Abou Khalifa. Donc, présentant des stigmates, ce n'est pas des stigmates, c'est une stratification du risque préopératoire, la consultation pré-anesthésique. Là, les gens savent très bien que quand j'étais à Cuba, j'avais la consultation pré-anesthésique pour patients à risque cardiovasculaire, spécialement pour ça. Donc c'est une véritable stratification du risque. Là, tu parles en urgence. Pour le conflit d'urgence, vous avez 50%, c'est-à-dire le patient a perdu 50% de ses chances. C'était pas une urgence, c'est un malade qui a haut risque. Donc, on fait le score du lit, on l'évalue sur les trois éléments. Coronaropathie, TAO, comment il est, antécédent, comment il est, aptitude à l'effort et le geste chirurgical, mineur, intermédiaire et majeur. Hadoum, les trois qui vont guider la conduite à tenir du patient. Est-ce qu'il y va directement à la chirurgie? Est-ce qu'il y va consultation cardiologique? Mais c'est consultation, mais c'est avis cardio. C'est-à-dire, avec le cardiologue, qu'est-ce qu'on va lui faire? Est-ce que ce malade ne bat pas pour faire un coro? Est-ce qu'il va faire l'épreuve d'effort? Est-ce qu'il va faire l'écho d'obus? Est-ce que même la chirurgie et secondairement on va faire? Parce que fait hikaya. Parce que s'il va à la cardiologie, on demande la coro, il trouve une lésion, il place un stent, le malade ne sera pas programmé. Parce qu'un stent, il faut attendre 6 semaines minimum, jusqu'à 12 mois. Donc, en urgence, vous le prenez comme un malade coronarien et vous allez prendre donc bonne analgésie, bonne narcose, bonne analgésie, pas de tachycardie, pas de tachycardie, réchauffement,
optimisation de l'hémoglobine. Bonne analgésie post-opératoire, pas de douleur à l'intubation, pas de douleur et monitorage invasif probablement, si c'est dans le cas de l'urgence. C'est ce que sont dans le Sidi, Boukhalifa. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut considérer un coronarien comme un sujet à haut risque d'atteinte de Covid et de place d'anticoagulation chez eux? Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que, bon, maintenant, les statistiques mondiales, toutes les premières statistiques qui sont sorties, les 1000 malades, je pense les 100 ou les 1000 malades, les premiers de Wuhan, 10% étaient hypertendus. On va les dire, les coronaropathies, on va les dire, diabète ou là. Donc, les gens, tout le monde, nous, on suit cette pathologie de près. Donc, tout le monde nous, on s'est dit que les hypertendus sont à risque. Les hypertendus sont à risque. Les coronariens, même des statistiques garderont. Jusqu'à maintenant, toujours, les hypertendus, les coronariens opérés, tous, ils sont à risque de développer les formes graves du Covid. C'est ça le terme qu'il faut dire, mais c'est atteinte de Covid. Toutes les sociétés, la question, est-ce que toutes les sociétés savantes de cardiologie, algériennes, européennes, françaises, américaines, ils sont tous d'accord que les malades qui sont sous coronarien ou les hypertendus qui sont sous IEC ou le ARA2, il n'y a pas lieu de changer de traitement au long cours. Donc, il n'y a pas de risque, ils disent qu'il n'y a pas de risque, de sur-risque d'être hypertendu sous ces traitements-là. De toute façon, tous ils sont d'accord, donc on ne peut pas discuter, c'est des milliers de spécialistes dans le monde qui sont d'accord sur ce problème. On a été convaincus, donc il y a beaucoup de publications, beaucoup de webinaires qui ont été faits, on a écouté, donc on est convaincus ce qu'ils disent, mais à mon avis, les statistiques sont là. Il y a toujours des hypertendus, plus de coronariens qui sont plus atteints. La question aussi que je vous la pose aussi, tous les cardiologues du monde entier, même en Algérie, ils ont beaucoup moins de coronariens qui viennent aux urgences. Ça, c'est une question aussi. Ils ont constaté qu'il y a une baisse de 40% des malades qui viennent aux urgences pour coronaropathie. Est-ce que le Covid protège contre les coronariens? Il y a un problème. Donc maintenant aussi, toutes les études disent non. C'est les coronariens qui ne viennent pas à l'hôpital. Ils ont peur d'attraper le Covid. Donc, ils sont gardés à la maison, même ils sont en train de faire un ST plus un ST moins, ils disent que la même chose, donc, c'est pour ça, les services de cardiologie, tous, ils ont constaté, même en Algérie, ils ont constaté une baisse vertigineuse des malades qui viennent pour syndrome coronarien aigu. Alors, je vais essayer à tenir devant l'absence de centre d'angioplastie chez un terrain où la thrombolyse est contre-indiquée. Conduite à tenir devant l'absence. Alors, conduite à tenir. Oustad, la question que tu as dit, allô? Je pense que la question qui a été posée, c'est que quelle est la place de l'anticoagulation chez ce genre de patient? Voilà, effectivement. Alors, en haut risque, et la place, c'est une deuxième question, hein, ce n'est pas la question. L'anticoagulation, chez ces patients, genre de patients. Alors, l'anticoagulation, deux principes. Maintenant, il faut axer sur les antiplaquettaires. Un malade Covid, ST plus il vient, bien sûr, antiplaquettaire et HPBM pour vous. Si vous avez suivi ce que j'ai mis dans la plaque, quand même, c'est un peu rapide, du moment que maintenant, le Covid, le virus, il est considéré comme un syndrome, à mon avis, hein, ma propre recherche, c'est ma propre recherche, ça m'engage que moi. Le Covid, il déclenche un syndrome qui est proche du syndrome des antiphospholipides graves. Donc, il a une double thrombogène, thrombogène, il est au niveau veineux et au niveau artériel. Vous savez très bien que les SAP, le traitement de fond, c'est une double antithrombogène, antiplaquettaire plus anticoagulant. Chez les patients coronariens comme ça, moi je pense, le principe c'est toujours l'aspirine. Pour donner l'aspirine, donner l'aspirine sans attendre. Sans attendre,
il faut l'aspirine. Deuxième élément, s'il y a une indication de malade hospitalisé en médical, donc les recommandations actuelles, c'est des aspirines à dose ISO. OK. Donc, je passe à une autre question. Est-ce qu'on peut considérer un colonien comme un sujet à haut risque d'atteinte de Covid de place? Voilà, c'est la même. Conduite devant l'absence, voilà, conduite devant l'absence de centre d'angioplastie chez un patient contre-indiqué à la thrombolyse. La question là, peut-être là, on revient à ce que faisaient les cardiologues dans les années 80, 90. Donc, comme tout à l'heure, j'ai bien montré, quand le malade se présente aux urgences, on fait le CG, ST+, on le stabilise, on mettait ce qu'on appelait une solution hyperpolarisante. Moi, je n'ai pas utilisé. Glucosé, je pense 15 grammes de 30, 5 grammes de potassium, xylocaïne, je ne sais pas si c'est cocktail. Sur 24-48 heures, moi, je pense que c'était pour éviter les troubles du rythme qui emportaient les patients. Parce que le patient coronaria en aigu, il est emporté par les troubles du rythme, beaucoup plus que le badique. Et ils attendent la constitution d'infarctus à moindre coût. C'est-à-dire il va sortir un malade avec une fraction d'éjection qui sera abaissée. Ça, c'est le développement technologique, c'était des salles d'angioplastie un peu partout et la thrombolyse éventuellement, s'il y a une contre-indication, il n'a pas de chance ce patient. Alors, conduite devant l'absence de sonde ADR, est-ce que, OK, donc l'angioplastie de sauvetage, oui, voilà, arrêt cardiaque suite à un scène encore tout le monde, on a vu, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on a eu de بوفطور وكذا. question, très bonne. شحال مازال الوقت على واش؟ با شحال مازال مي مازال ما خرجتليش تاع 10 مينيت هذيك دونك on a plus de 10 minutes. D'accord. واش نديرو؟ on attend de développer d'autres questions. On a pris le temps pour parler du Covid, c'est bien. C'est bien. Mais sachez que dans le Covid et Sanoconalia, il y a retenir qu'il y a un changement des recommandations. Changement de recommandation pour Covid, hein, pour spécialement Covid, pour la prise en charge des patients. Le principe, c'est surtout pour protéger le personnel de SATKT, parce qu'un patient qui rentre dans SATKT, il faut tout de suite redésinfecter cette SATKT et reprendre un malade. Probablement ailleurs, peut-être qu'ils ont les moyens, peut-être qu'ils vont choisir une salle de KT spéciale Covid, c'est-à-dire dans les centres, ils ont 2 salles de KT, donc ils mettent une Covid plus, Covid moins. Ça, c'est astucieux. Je pense que c'est une organisation d'un grand centre. Moi, je commente sur ça, sur les salles KT ailleurs. Je pense qu'il y a aussi même des centres qui ont fait des salles KT à pression négative, spéciales pour le Covid. Effectivement, j'ai lu ça. Donc, pour protéger le personnel, donc ils ont installé une pression négative dans les salles de KT. Probablement, ils vont nous demander de placer des pressions négatives au bloc opératoire aussi. Hein. Parce que aussi, en période de pandémie, situé dans un cluster, par exemple Blida ou Alger, tous les patients seront considérés comme Covid positifs. Hein. Il n'y a pas de doute, on est des professionnels quand même. On ne va pas cacher des choses. En période de pandémie, c'est par exemple, même toutes les analyses qu'on fait pour les rapports de garde, tout de suite, il faut y penser, est-ce que ce n'est pas un Covid? Ce matin, on avait vu les femmes enceintes, on avait vu les enfants. Toujours, il faut y penser, est-ce que ce n'est pas un Covid? Parce que la pathologie du Covid, le monde entier est en train d'apprendre. Hein. Personne n'a le science exacte, il y a le bouquin qui peut lire et je peux lire là. Maintenant, on est en train de lire. En plus de ça, il y a un pléthore de publications. Il faut savoir décerner du vrai du faux. Du moment qu'il n'y a plus d'analyse bibliographique ou des reviewers
reviewers, parce qu'ils ont ouvert toutes les communications ont été ouvertes en accès libre. Il n'y a pas de il y a pas de contrôle sur les publications et vous risquez de lire une communication, vous la prenez comme argent comptant. Qu'est-ce qui comme les corticoïdes, les ANS, tout est en train de se remodeler. La seule façon de savoir, bien sûr, c'est d'assister à plusieurs communications, lire beaucoup et décerner le problème. C'est-à-dire, il faut lire tout le temps, tous les jours, tous les jours. Oui. Alors. Des questions, on attend des questions. On attend vos questions. Je vais me poser des questions alors. De toute façon, je pense qu'il faut adhérer. Ah bon, a été mise à niveau par l'animateur et inclut maintenant des minutes illimitées. C'est bien. شوف كي كملنا عطاونا illimité. عرفونا باللي كان رمضان ولا بالنا باللي ما شدوش. مؤمنين. On a une question, je pense, pour un commentaire. Docteur Mehri, dans la physiopathologie de Covid, vous avez parlé de série. C'est l'accès. Alors, oui. Alors, dans la physiopathologie du Covid, j'ai parlé de facteurs lipiques. Et ça c'est une constatation. C'est une constatation quand les gens, les services de réanimation en Italie, en France, en Espagne, aux États-Unis, quand ils ont commencé à avoir des mortalités pratiquement plus de 80%, hein, il faut pas se leurrer, les malades intubés ventilés, je pense qu'ils ont atteint, ils nous disent que c'est 50%, avec une analyse T. Mais ils te disent, voilà, maintenant les malades, 50%. Mais il reste 200 malades, 1000 malades intubés ventilés. Quelle est leur sort? Ils font partie de lot. Donc, ils ont constaté quand ils n'ont pas compris, ils ont commencé à faire des examens complémentaires à tout azimut. Ils ont dosé le facteur lipique. Ils ont trouvé une augmentation anormale du facteur lipique chez ces patients-là. Surtout comme tout à l'heure, le facteur lipique, il est retrouvé dans le SAP, il est retrouvé dans certaines pathologies lipiques, certains types inflammatoires. Les maladies inflammatoires, c'est le mode, même de certaines, peut-être néoplasies aussi. Donc, c'est un facteur prothrombogène, un pro-inflammatoire et prothrombogène. Et il a été retrouvé des sécrétions inhabituelles dans ces pathologies-là. Et ça, ils ont constaté que c'est lui qui va entretenir l'inflammation et la thrombogénie. Oui. Des questions? Des questions sur le syndrome coronarien? On n'oublie pas qu'on est dans c'est un webinaire du syndrome coronarien, cours du syndrome coronarien. Donc le message clé que je veux donner dans ce cours, c'est surtout douleur thoracique égale ECG parlant, ou la qualifiant, le mot, c'est-à-dire maintenant le réanimateur doit savoir parler et lire et parler et écrire cardiologie. Hein? Écrire cardiologie, c'est dans les lettres d'évacuation. Mais chez PDF, avis cardio. Avis cardio. Qui je ne tous formation, vous n'avez pas fait une formation médecin spécialiste. Parce que le cardiologue ou celui qui fait l'imagerie ou le biologiste, il a besoin de savoir qu'est-ce que vous cherchez. Donc, dans ces malades-là, il faut savoir lire et écrire cardiologique. Donc, douleur thoracique aux urgences ou un appel téléphonique. Idéalement, donc, dans le monde développé, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas la peine que le malade il aille voir son cardiologue ou aille au. Tout de suite, il a une douleur thoracique. Le premier lieu, il y va dans un centre cardiologique.
ou là, un service des urgences auquel ils peuvent être évacués en cardiologie. Et ce n'est pas la peine de demander au médecin généraliste, le médecin généraliste va refaire le CG, le CG il va être lu, on va l'envoyer aux urgences, les urgences vont refaire le CG, on va attendre. J'ai beaucoup d'histoires, hein, si on a le temps de vous comme j'avais fait un interrogatoire chez un patient qui était coronarien. Et dommage, j'aurais dû le brancher de ce mort parce qu'il a bien parlé. C'est un patient qui s'est présenté aux urgences à la périphérie d'Alger. Déjà, comment il s'est présenté, il avait une douleur thoracique. C'était un jeune, il avait 62 ans, 58 ans. Donc, il avait une petite douleur. Donc, il a dit à sa femme, donne-moi de Doliprane, j'ai mal. Sa femme lui dit non. C'est une douleur thoracique. J'ai vu à la télévision que douleur thoracique, il faut aller chez le cardiologue, il faut aller aux urgences. Alors, il a dit non, il faut aller aux urgences. Il est passé aux urgences, effectivement. Ils font le CG, c'était un ST+. OK, il y avait un cardiologue de garde. Donc, c'est un secteur sanitaire. Il a stabilisé, il a donné de l'aspirine. Ça, je répète pour tout ça. L'aspirine, il a donné le clopidogrel, il a donné l'enoxaparine en IV et en subcutané, il a calmé la douleur et en même temps, il a contacté le centre de cardiologie pour l'angioplastie primaire. Il n'avait pas sur place la thrombolyse. Donc, ils attendent, c'était vers 19h, ils attendent l'évacuation TAO vers un centre d'angioplastie qui se trouve donc, bon, je vous dis, ça c'était à Coléa pour passer à un Blida. Donc, il avait l'accord. Alors, ils attendent d'accord. Il est venu l'ambulancier, lui dit, bon, le patient ne connaît pas la pathologie, il lui dit, معلش يا شيخ عندي واحد قالوا له حجيب واحد المريض لا ندي مريض من السيرفيس عنده نيوبلازي تيرمينال مسكين نوصلوا لدارو ومن بعد نولد هذاك الاخر قال له غير القضيه صلاح معليش نجي نستنى انا ماشي مشكل. Donc l'ambulancier, il a pris la néoplasie, il est revenu vers 21h. Donc le temps de faire le transfert, il arrive à salle de cathéter à 22h. C'était déjà trop tard. Donc il avait un farci, donc après moi je l'ai vu après. Donc vous voyez que ça dit l'urgence, il faut que tout le monde sache que c'est une urgence de temps. Pas une urgence vitale, mais c'est le temps d'arriver dans la salle de cathétérisme. Il faut que le malade, on a fait le diagnostic, on a stabilisé sur place, on a fait une stratégie d'évacuation de ce patient-là. Pour votre information, donc, est-ce qu'on a le temps? On a le temps? Normalement, c'est illimité pour l'instant, donc on ne sait pas. Il y a beaucoup de gens. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. On a quand même 19 participants. Oui, c'est important de savoir dans ce pays, parce que je ne suis pas en train de raconter des choses que je ne connais pas. Eh bien, en 2014, on avait la chance de travailler avec une équipe de cardiologie, pratiquement, ça a commencé par l'équipe de Blida. À vrai dire, on avait commencé à travailler en collaboration étroite, c'était en 2009-2010. C'était à l'occasion d'un congrès de la SARSU à Annaba, auquel un jeune cardiologue à l'époque, il était jeune, donc il était jeune, maintenant il est toujours jeune, mais moins jeune. Donc il est venu présenter angioplastie primaire dans le syndrome coronarien aigu, dans un congrès d'anesthésie réanimation. Donc à l'époque, M. Toudji était président du congrès. Il a bien présenté l'acheminement, ce qu'on appelle le réseau entre les services d'urgence et le service de cathétérisme. C'était très bien fait. À la fin, donc, on a discuté avec lui. Il nous a dit on est prêt à prendre les malades ST+. Et depuis, donc, depuis ça c'est 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Donc, on a commencé à faire un micro-réseau de prise en charge par
le réseau était formé par des compétences ou par des connaissances personnelles entre le cardiologue et notre service. Là, je parle de Cuba, à l'époque, à M. Touji. Donc, on a commencé à faire ce réseau. Et à chaque fois qu'il y a un essai-plus qui se présente aux urgences, tout de suite, il y a un pied, donc on met un pied ou un bras pour prendre le traitement antiplaquettaire, antithrombotique, calmer le malade. Et le deuxième appel téléphonique à cette cathétérisme de Blida, éventuellement pour le prendre. Donc, tout de suite, avec une discussion, si on avait le temps, c'est-à-dire c'est-à-dire une demi-heure après la douleur, et le trajet le permettait, donc le malade est mis sur ambulance avec un défibrillateur, et un réanimateur et un scope, et il arrivait à Blida. Donc c'était les premiers angioplasties primaires entre l'hôpital de Cuba et Blida. Et pourquoi vous me dites Blida? Parce que tous les salles de caté à l'époque, ici à Alger, étaient en panne et ne travaillaient pas en H24. Il n'y avait pas beaucoup, il y avait pas beaucoup à l'époque, mais il n'y avait pas cette stratégie de prise en charge. Ça a duré un certain temps, donc on avait pris ces patients. Et si c'était le temps, c'est-à-dire hors délai, c'est-à-dire plus de 120 minutes, il nous disait faites une thrombolyse et le lendemain, vous l'envoyez, je le prends pour faire la coro. Et le lendemain, quand le malade a fait sa coro, il revenait au service de réanimation. Donc c'était un réseau très bien huilé, qui a très bien fonctionné je pense, pendant des années. Et de cette façon, je suis en train de dire, cette stratégie, le service de cardiologie à Blida, il a été contacté par les luttes pour faire une étude, participer à une étude mondiale qui s'appelle Atlantique. Vous pouvez rentrer dans le site internet, vous cherchez l'étude Atlantique, qui a regroupé pratiquement, je pense, 23 pays. Et parmi les pays africains et arabes, c'était seule l'Algérie qui a participé. Et le seul service non cardiologique, c'était l'hôpital de Cuba. Moi, j'étais investigateur secondaire ou principal, du coup, j'étais principal. Et donc, on recevait, donc il y avait toute une stratégie à prendre en charge ces patients quand ils arrivent, le délai d'appel de l'ambulance, l'acheminement vers le salle de caté. Et ça a fonctionné, je pense. On a inclus, l'Algérie avait inclus, donc il y avait c'est pas que Cuba, il y avait Blida, il y avait Parnay, il y avait CNMS et Mustapha qui ont participé à inclure des patients. Et le délai à l'époque d'acheminement était, je pense, la moyenne, et je sais que la moyenne mondiale, on était les plus courts, les plus longs. Les plus longs, mais c'était efficace. Mais tout était huilé, les ambulances étaient réquisitionnées, tout le monde était au courant. Même il y avait des tests, des pré-tests avant le démarrage de cette étude. Le principe, c'était le syndrome coronarien, mais il fallait tester un nouveau antithrombotique, antiplaquettaire. Et l'étude, elle est sortie dans New England en 2015. Vous pouvez aussi la voir, auquel l'Algérie avait participé. Donc, on est dans ce domaine depuis très longtemps, ça nous honore. Vous savez très bien pourquoi je dis ça. Le réanimateur, vous croyez que ce n'est pas notre problème? Eh bien oui. Le réanimateur qui me retrouve tout à l'heure, comme le médecin urgentiste, il dit voilà, le réanimateur. Et toutes les études en France qui ont été faites, syndrome coronarien, ont été faites. Tu ne mets pas les réanimateurs, parce qu'en France, le SAMU, c'est les réanimateurs. Toutes les études, l'aspirine, les HPBM en préhospitalier, tout ça, les thrombolyses préhospitaliers, ont été faites par les réanimateurs. Même chez nous, il y avait le travail qui a été fait à Mustapha par le professeur Chelmi à l'époque. C'est lui-même qui allait faire une thrombolyse in situ, tout ça. Donc, c'était bien fait à l'époque. Même, je vous incite à voir sa communication. Donc, nous, on est impliqués plein dedans. Parce qu'on travaillait aux urgences et ça nous permet aussi de connaître beaucoup plus sur le plan cardiologique. Et en plus de ça, on est des anesthésistes. On doit prendre en charge ces patients, comme la plupart des questions qui ont été posées, sur la gestion d'anesthésie des patients coronariens. Ça, c'était ma thèse, hein. Prise en charge des patients coronariens programmés pour chirurgie majeure, des patients coronariens, et toute une stratégie à faire
de classification, de codification, ou de scorer ces patients, programmés, pas programmés, angioplastie, pas angioplastie, traitement péropératoire, monitorage péropératoire, monitorage invasif, non invasif, analgésie post-opératoire, suivi post-opératoire, et tout ça, ça doit, si vous voulez, les gens, vous voulez, bon, c'est pas mon cours cette année, on verra l'année prochaine. Alors, je connais là. Je pense qu'on va, c'est bon, il est 4 heures, quand même, ça a pris un peu de temps. Je vous remercie de votre écoute. De toute façon, ce cours sera sur le site de notre CHU. Donc, il est en accès libre. Et au prochain, donc, le prochain cours que je vais donner, je sais pas, dans quelques jours, c'est surtout il est destiné pour les résidents de 4e année, c'est l'anesthésie chez les patients porteurs de valvulopathie. Et un autre cours aussi très intéressant, c'est la gestion des anticoagulants antiplaquettaires en pério-opératoire. C'est pour les 4e années. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Si vous avez d'autres questions. Il y aura aussi un cours, je pense, pour les premières années, méthode d'anesthésie. Oui, oui, les premières années aussi, ils ont un cours. Les méthodes d'anesthésie, ça a venu en fin de leur cursus, mais c'est bien. On va faire un résumé de ce qu'ils ont appris pendant cette période quand même de 8 mois. Je pense. OK. Une minute, Cheikh, on a une question de la part de Habash qui dit comment vous expliquez la baisse de taux de mortalité en Algérie spécialement et le monde entier. Comment expliquer la baisse du taux de mortalité en Algérie? Ce n'est pas mortalité syndrome coronarien ou mortalité Covid. Ah, il faut qu'il précise. Il faut qu'il précise. Il a dit Covid. Covid. Comment vous expliquez la baisse des taux de mortalité en Algérie, spécialement dans le monde entier et Covid? Alors, qui va répondre? Si je savais. Ah oui, je donnais l'américain, l'Italie. Voilà, voilà. Tu as trouvé la solution. Tu as trouvé la solution. Pourquoi on meurt moins en Algérie. Mais quand même, je peux. On a le temps à l'ouest. On a le temps. Normalement, c'est en illimité. Hein. Et ça limite. Alors, vous pouvez savoir ma propre recherche. De toute façon, Inch'Allah, nous parlons dans cette taux trop bas de mortalité. J'espère qu'on n'aura pas ce qu'on appelle une flèche nord-sud. Nord-sud, c'est-à-dire ça commence au nord et ça descend au sud. Il ne faut pas être optimiste, beaucoup plus optimiste, parce que si vous lisez le bulletin journalier de l'OMS, l'OMS prévoit, ça fait le 5 mai, elle prévoit une mortalité africaine de 190 000 morts en Afrique du Covid. C'est-à-dire, elle prévoit une mortalité africaine de 190 morts. C'est-à-dire, la vague du Covid, elle n'est pas encore rentrée en Afrique. Moi, j'ai peur de ça. OK, parce que les gens disent maintenant, c'est bon, on lâche, on déconfine, on libère les gens de la réanimation, on ne crée pas de nouvelles réanimations, on libère les gens, moi, je reste méfiant parce qu'on ne comprend pas maintenant les experts du monde entier n'arrivent pas à expliquer pourquoi on n'a pas l'Afrique, hein, le nord-africain. Je me souviens parce que ce problème, je le suis depuis pratiquement. Ma première recherche bibliographique sur le Covid a commencé le 4 février. Parce que notre hôpital, on a fait une réunion le 5 février sur le comité de veille et déjà on commençait à réfléchir
Donc, avant même le premier cas en Algérie. Et à l'époque, j'avais trouvé qu'un expert européen l'avait dit. Déjà, ils ont parlé de l'Afrique. On a peur de 3 pays à l'époque. C'était l'Algérie, le Nigeria et la Sud-Afrique. Les 3 pays. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un trafic aérien très important entre l'Europe et la Chine. Donc, on craint. Donc, la question est pourquoi? Déjà, moi, je crains qu'on n'est pas arrivé, Mazel. On n'est pas en plein fouet. C'est-à-dire, on n'est pas au plateau. On n'a pas un plateau. Vous voyez qu'on a une courbe maintenant, une courbe légère, 190 par jour, 180, 156, auquel elle n'obéit pas aux lois épidémiologiques. Parce que c'est un Covid, un patient, il infecte 2,8 patients, c'est-à-dire aujourd'hui tu as 1, demain tu as le double, le triple. Mais chez nous, non. Chez nous, non. Peut-être il y a moins de tests, mais chose qui est constatée, il y a moins de mortalité. Les services de réanimation ne sont plus submergés comme nous en Italie ou en France. Ça, c'est une constatation. Espérons qu'on restera comme ça. Espérons qu'on va diminuer et on ne va pas avoir en plein fouet ce qui est arrivé en Italie. Donc, les explications, les explications, on l'aura, Geblerbe, après 2020. Les gens vont s'intéresser. Si on restera comme ça, on n'aura pas de problème, Inch'Allah. J'espère pour ça. Et on prie pour ça. Le Nord-Afrique sera un terrain d'expérience. Un terrain d'expérience pour expliquer pourquoi on n'a pas eu de mortalité aussi élevée. Tu veux savoir pourquoi? Moi, j'ai quelque chose que peut-être, c'est le mode alimentaire. Le mode alimentaire du pays méditerranéen. Mais vous allez dire l'Italie aussi, la Grèce aussi, ils ont le même mode. Donc, le mode alimentaire qui est à base beaucoup plus végétale que animale, c'est une possibilité. Il y a aussi le soleil. Il y a une piste sur la vitamine D qui tient la route. Moi, je la connais depuis très longtemps. Je la connais depuis quelques années. Quand je préparais ma thèse, c'était les Noirs américains qui faisaient plus de coronariopathies, beaucoup plus que les gens blancs. Et ils ont découvert que c'était le défaut de vitamine D. Même actuellement, j'insiste à lire, les médecins décédés en Angleterre, 43%, 48% étaient des blacks, des blâmes, des BAM. BAM, c'est B comme black, A comme africain, M, minorité ethnique. Minorité ethnique, c'est les Asiatiques et les Hindous. Il y avait la proportion de médecins et d'infirmiers décédés était de couleur foncée. Maintenant, l'explication, c'est la vitamine D. Beaucoup de gens la rejettent. Moi, je tiens cette piste. Il y a aussi, ils ont essayé d'expliquer aussi en Portugal. Le Portugal, le taux d'atteinte et de mortalité est très faible. Et pourtant, elle appartient à l'Europe. Tout ça, c'est des suppositions, mais un jour, ça peut tenir la route. Ça peut tenir la route. Et ben, en Portugal, ils ont un minerai national, très important, un gisement important de cuivre. Et maintenant, on sait que le virus, les particules de cuivre les tuent. Sur le cuivre, il tiendra même pas 1 heure de temps par rapport aux surfaces, le bois, les surfaces dans le bloc opératoire, le carton, il tiendra 7 à 8 jours. Mais sur le cuivre, il est nocif. Le cuivre, c'est un fer qui les tue. C'est des fers lourds, des métaux lourds qui ne peut pas, le virus ne peut pas survivre. Ça, c'est des éléments. Tu vas me dire la chaleur. Eh ben, dès le début, on a eu de flouettes. On a eu des cas. Il y avait beaucoup de chaleur, mais il y avait des cas atteints. Maintenant, il y a quelques jours, c'est l'humidité. Encore aux États-Unis, l'humidité
trop basse ou trop élevée favorise l'expansion du virus. Donc, tout ça, je n'ai pas tout dit. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi l'alimentation qui est riche en sélénium, l'alimentation ou ce qu'on mange, les pommes de terre, les fruits, les légumes, l'ail, tout ça, le constituant microscopique, on ne le connaît pas. Oui, alors je pense que j'ai répondu à cette question de culture générale qui va nous... Hein? Allez, à la prochaine.